l'ai appris avec les temps quand je travaillais comme humanitaire en Centrafrique ou bien dans d'autres endroits. Donc la sécurité en soi, elle est là, mais la sécurité s'accompagne avec la sécurité alimentaire, la sécurité financière. Et sur ces deux points-là, quand même, il faut l'avouer que ça reste très compliqué. Dans 2 semaines, ça fera exactement, dans 2 semaines et 2 jours, ça fera exactement 1 année que les banques ont été désactivées et que d'une certaine manière, en fait, la prise en otage des banques, la désactivation du Nord et du Sud Kivu du système bancaire est utilisée comme une arme de guerre, une arme de pression. Donc ça, quand même, ça affecte beaucoup de gens. Et on a vu aussi un autre problème qui est survenu à Goma parce que les banques ne fonctionnent pas. Donc il y a eu beaucoup d'arnaques qui sont nées du type pyramide de Ponzi. Et donc des gens qui ne pouvaient plus mettre l'argent dans leur banque, on leur a dit, écoutez, investissez en ligne, vous amenez 2 personnes qui amènent 2 personnes et vous allez avoir les produits multipliés par 4, par 400%. Et tout ça. Donc les gens ont perdu beaucoup d'argent et même, donc, et parlant de ça, il y a des gens là, dans les 10 derniers jours, 3 personnes ont dû se suicider à Goma. Et l'une des personnes qui s'est suicidée, c'était justement parce qu'elle avait perdu beaucoup d'argent dans ces genres de tontines en ligne, une arnaque du type pyramide de Ponzi. Donc la sécurité, elle est là, mais les gens ont faim parce qu'ils ne peuvent pas acheter la nourriture. La production a augmenté miraculeusement parce que les routes des dessertes agricoles en terre battue ont été faites par l'AFCM 23. Et du coup, la nourriture vient de Massissi et de Rutshuru pour Goma. Il y a une abondance de nourriture, abondance de poissons, mais il n'y a pas d'argent parce que les banques sont fermées. Il n'y a pas d'argent parce que des grandes sociétés sont parties et ne peuvent pas revenir sans les banques. Vous pouvez vous imaginer des grandes sociétés qui font des chiffres d'affaires de 200 000, 300 000 dollars par jour. Ces sociétés-là doivent mettre l'argent à la banque, dans leur banque, et leurs banques doivent mettre l'argent dans la banque centrale. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ces sociétés-là ne peuvent pas rouvrir. Plusieurs ONG qui fonctionnent dans le système bancaire ne fonctionnent pas. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Bref, quand on fait tout ce mélange-là, on comprend que les gens ont faim et que voilà, et il faut vraiment trouver des solutions au plus tôt pour que les banques rouvrent et pour que, par exemple, là j'ai vu il y a 2 jours le ministre de la Justice qui a martelé en disant qu'il faisait tomber caduque toutes les décisions administratives de l'AFCM 23. Ce qui reste un point très compliqué parce que quand on coupe comme ça, en tout cas, le ministre de la Justice a appelé tous les pays à ne pas considérer les actes posés par l'AFCM 23. Moi, je peux très bien comprendre que c'est un acte souverain qu'ils essaient de faire. Malheureusement, quand vous avez fui et que vous avez laissé vos enfants, que quelqu'un d'autre est obligé de s'en occuper, vous ne pouvez pas dire, en fait, ne reconnaissez plus ça. Parce que si on faisait ce que le ministre de la Justice a demandé il y a 2 jours par rapport aux populations de Goma et de Bukavu, en tout cas, je rappelle que l'AFCM 23 dirige au moins 13 millions de Congolais. Cela veut dire que les documents de voyage, les actes scolaires, les diplômes reçus ici, les actes de mariage, les actes de vente et tout ça, c'est-à-dire que tout ça, en fait, va tomber. Alors qu'une société a besoin d'une administration. En fait, les humains doivent avoir un cadre légal. Des jeunes de Goma qui reçoivent des bourses et qui ont besoin d'attestation de naissance, d'attestation de célibat, oui, je sais pas. Excuse-moi, peut-être que le gouvernement se dit qu'en leur donnant ces cadres légaux, ils officialisent en fait l'AFCM 23, non? Oui, l'administration parallèle. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on dit que ce sont eux les dirigeants des faits. Les AFCM 23, ce sont les autorités de fait. Donc il n'y a rien à faire. Les gens doivent continuer à vivre. Et c'est ça le problème, en fait. La grande victime dans tout ça, en fait, c'est la population. C'est la population qui va souffrir. Comment va faire quelqu'un qui est à Goma, un jeune, qui vient d'avoir une bourse, par exemple, et qui doit aller postuler à Kigali pour son visa d'études, mais qu'on lui demande certains documents, certaines attestations qu'il ne peut avoir que de la commune ou bien de la mairie, qu'il ne peut avoir que Goma. Il ne peut pas aller les chercher à Béni parce que c'est trop loin. Voilà quoi. Il y a une responsabilité que les gens devraient comprendre. Donc face à tout ça, en fait, moi je vous dis que la vie à Goma quand même reste très compliquée. La sécurité, les revenus, il y a une certaine sérénité, même si voilà, il n'y a aucune garantie des 100% de sécurité, hein, mais quand même, c'est tout le monde qui est honnête vous dirait que c'est mieux qu'avant. Mais voilà, mais il y a quand même tous ces défis-là auxquels la population se retrouve victime des décisions politiques, alors que cette population n'a rien demandé, vous voyez, n'a rien demandé. Et après, ce n'est même pas compliqué. Si Kinshasa a accepté, enfin, laissé faire ce qui s'est fait,
en vrai, ils ne perdent rien parce qu'ils sont en train de négocier avec ces gens. Vous ne pouvez pas être en train de négocier avec des gens, ça veut dire que d'une certaine manière, vous les reconnaissez et en même temps, vous punissez la population. Parce que voilà quoi, on ne peut pas aller. Tout le monde ne peut pas se déplacer jusqu'à Béni. C'est des fonds, c'est beaucoup d'argent, c'est des moyens. Tout le monde qui veut se marier ne va pas amener toute sa famille à Béni pour aller se marier là-bas. Un moment, juste, vous acceptez les choses. Au pire, vous ne faites rien. Vous restez silencieux comme il reste silencieux sur les massacres des ADF dans les territoires de Beni, de Loubert et en Ituri. Au moins, vous laissez comme ça les choses. Donc, c'est un peu ça que je peux dire en introduction sur ce qui se passe à Goma. Le ministre a débordé dans cette déclaration en disant on rendra caduque toute décision administrative faite par la FCM 23. Tu dis que ça va créer encore une situation humanitaire dégradante, c'est ça que tu dis? Oui, ça va causer beaucoup plus de problèmes, ça va porter plus de problèmes que de solutions, cher ami. Pour voyager avec son bébé, par exemple, pour passer la frontière, on a besoin d'un acte qu'on appelle autorisation parentale de voyage, qu'on donne à l'enfant. Ce document est à recevoir à la commune où vous vivez. Mais comment ces gens-là peuvent faire, par exemple, si on doit aller faire soigner son enfant à l'étranger? Si on doit faire, je sais pas, si l'enfant doit aller faire certains examens ou des études ou ce genre de trucs et tout ça. Alors quand vous lancez ça, parce qu'il faut les savoir que même si Kinshasa, on lui refuse la légitimité du pouvoir, ils ont la légalité. C'est eux qui ont le rôle régalien, en tout cas actuellement. Donc je trouve que ces genres d'interventions, ce sont des gens qui le font pour faire plaisir peut-être à Félix Tshisekedi, mais qui ne voient pas la population. Et c'est ça le problème qu'on a toujours eu des cycles de nos dirigeants. Ils ne pensent pas à la population, ils n'y pensent pas. Eux, ils pensent à leur prestige, ils pensent à balancer des choses sans voir toutes les conséquences qui vont venir. Je le rappelle ici, AFC M23, même si avec tous les soldats qu'ils ont formés aujourd'hui, tous les cadres qu'ils ont formés, ils sont moins de 150 000 personnes au nord et au sud Kivu. Alors, pour punir 150 000 personnes, vous mettez en péril la vie de 130 millions de personnes. 1%. Pour 1%, vous écrasez 99%. C'est injuste, c'est irresponsable. Malheureusement, c'est comme ça que notre pays fonctionne depuis très longtemps et c'est très dommage. Kevin, on t'écoute. Kevin, tu es là? D'accord, Midza, mais permets-moi aujourd'hui d'être un peu neutre, parce que nous avons Rodriguez Kachouva. Moi, j'ai une question à lui poser. Est-il membre de la FCM 23? C'est ça la première question. Non, la réponse est juste non. En tout cas, pas encore. Pas encore. Mais la deuxième question que j'avais à vous poser, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que la FCM 23 traîne les pas? Parce qu'on ne fait que se plaindre, se morfondre face à l'incompétence du gouvernement de Kinshasa. De l'autre côté, vous avez le ministre qui vous chérit tant. Je vais un peu vous charrier. Mouindo Nzangi qui dit que si c'était pas l'appel de Marco Rubio, la ville d'Ouvira aurait déjà été assiégée et le Katanga également. Est-ce que vous ne pensez pas que la FCM 23 traîne les pas? Bon, je vais parler d'une analyse personnelle et cela n'engage que moi. Je vais vraiment être oui. Oui. Alors, vous avez vu qu'un président, le président vénézuélien en personne, a été pris. Il va être jugé, lui et son épouse. Un président en exercice qui venait d'être élu il y a quelques semaines, enfin, même si les élections auraient été manipulées, tout ça, mais un président a été pris par les États-Unis après les trucs de Trump. Trump, c'est un gars qui ne rigole pas. Donc, même Trump, qui parraine, qui supervise les négociations qui se passent à Doha entre M23, AFC M23 et Kinshasa. Donc les États-Unis, ils font partie, et à chaque signature, il y a les États-Unis qui sont là-bas. Donc les États-Unis, l'Union africaine sont en train d'accompagner ce processus-là. Donc ils appellent et ils disent retenez-vous, observez le cessez-le-feu. Je ne vois pas qui va se permettre d'aller au-delà de ça. Donc ça, c'est déjà un côté. Mais d'un autre côté,
on a lu un communiqué, je crois, c'est M. Steve Wemby qui disait que la FCM23 n'était pas prenant justement des pourparlers de Luanda. Est-ce que vous ne pensez pas que les carottes sont cuites et que c'est une question de temps, enfin lié déjà à la cacophonie, parce que comme vous avez dit, M. Tshisekedi essaye de gagner du temps, mais du temps pourquoi? Parce que le pays est cisaillé de part et d'autre, et il y a une crise sociale et sécuritaire qui ne fait que grandir. Pour vous, vous dites qu'il gagne du temps ou on peut se référer aux paroles de M. Willingoma comme étant une fin anticipée? Merci beaucoup, c'était ma dernière question pour vous avant de passer à la deuxième partie. Allez-y, répondez à Kevin, pourquoi il a plein de questions pour vous. Ok, il faut savoir qu'au sein de l'AFCM 23, et même que ce soit les diplomates ou des journalistes comme moi, on sait bien que Kinshasa a très peur que AFCM 23 lance son appareil judiciaire ici et qu'il puisse juger les actes du régime. Parce que, d'un côté, Kinshasa a condamné toutes les têtes de l'AFCM 23. Kinshasa ne voudrait pas que AFCM 23 aussi les juge. C'est pour ça que vous avez vu ces sorties. Dès que l'AFCM 23 a recruté des magistrats pour relancer l'appareil judiciaire, les magistrats ont reçu la note pour leur dire, c'est que les magistrats qui sont au nord et au sud Kivu, si vous allez dans l'affaire du M23, vous allez être radié, vous n'allez plus être reconnu. Donc déjà à cette époque-là, Kinshasa a commencé à combattre l'appareil judiciaire de l'AFCM 23. Mais en fait, et ils le savent, donc ils savent que c'est une chimère. Mais Willingoma, c'est une grande gueule, c'est le porte-parole de l'armée, donc il est bien dans la provocation, quickly, on l'a vu. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas forcément faux. Donc ce n'est pas exclu. J'étais sur le point même de faire ce tweet-là ce matin, et ce n'est pas exclu que dans l'appareil judiciaire de l'AFCM 23, qu'il y ait des dossiers contre certains politiciens qui sont à Kinshasa. Et Kinshasa le sait, c'est pour ça même que Ngefa, une fois de plus, a dit que les actes administratifs et judiciaires, juridiques en fait, posés par l'AFCM 23 sont nuls et nuls d'effet. Donc ça, c'est une crainte qui existe et qui est là. Mais bon, ce sont des enchères que tout le monde fait. C'est comme Kabila qui a été condamné sans aucune preuve. Ça va être des trucs de matière des enchères. Et là, par exemple, la Cour militaire a commencé à réexaminer sa condamnation. Je sais que ça va aboutir par un acquittement. En tout cas, si Kabila accepte de participer au dialogue, ça va être acquitté. S'il refuse, on va confirmer les charges. Donc, on va dire la balle est dans ton camp. Mais c'est des enchères que les deux côtés sont en train de faire pour qu'ils puissent avoir de quoi troquer lors des négociations. Alors, pour l'autre phase de la question, la deuxième question, c'était déjà quoi par rapport... ils traînent les pas, c'est ça? C'était quoi, l'AFCM 23 Justement, parce que l'AFCM 23 est en train de traîner les pas. En face, il y a une... Oui, mais ils ne peuvent pas avancer, à l'aveuglette. Les États-Unis ont montré qu'ils ne blaguent pas. Donald Trump ne veut pas qu'on se foute de lui. Il n'est pas du tout écarté. Enfin, écoutez... voilà quoi. On ne peut pas jouer. Personne ne peut jouer les barbares. Kevin, juste 2 secondes. Attends, on va revenir dessus, Kevin, s'il te plaît. 2 secondes. Papa Poukas, il avait une question, je crois qu'il est au volant. Papa Poukas, allez-y. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. On vous entend, Papa Poukas. Ça fait longtemps. D'ailleurs, Papa Poukas. Les journalistes les plus dangereux, comment ça va? Ça va très bien. Les journalistes qui peuvent fouiller les barres d'essai. Tu as fait capituler notre armée avec ton tweet. Ils ont quitté Ouvira avant même que... c'est ça, hein, nous avons appris ça d'un ministre du gouvernement que vos tweets ont fait reculer. Un ministre d'État. Un ministre d'État. Ouais. Ben, je voudrais d'abord avoir ton commentaire sur ton frère, là, hein, ton frère Moïse Dozag, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ce qui s'est passé à Goma, là, pour certains, c'est une propagande, parce que vous êtes quand même journaliste là-bas, vous côtoyez la région. C'est qui a tué des Congolais? Ce sont des bombardements de nos forces armées ou bien c'est une propagande de FCM23? Ok, pour merci terminer, Papa Poukas. Quelle chance vous donnez avec ce que le président de la République a fait? Plusieurs voyages en quelques jours en Angola, apparemment, ça ne va pas que vous pensez qu'il y a encore une chance pour les dialogues. Est-ce que les M23 peuvent encore accepter la main? Oui. Ok, je vais commencer par la troisième question, comme ça je fais un reculon. La FCM 23 est claire. Il va falloir que Félix Tshisekedi, en tout cas, dise que le processus de Doha, il est fini et qu'il dise pourquoi avant qu'il puisse attaquer un nouveau processus d'Angola. Alors Kinshasa veut que ce processus se passe à Kinshasa. Je ne vois aucun politicien être assez bête, amnésique, pour aller à Kinshasa.
parce qu'ils savent très bien que, vu à quel point ces gens sont hors la loi, ils peuvent très bien les faire venir tous, les mettre dans des hôtels et les arrêter. Ou alors les suicider, comme on a suicidé Chéribé Okende, le pauvre qui a fait confiance, il était dans des soins en Afrique du Sud, il a arrêté ses soins pour rentrer. Je pense que si à ce moment-là, il n'était pas venu, s'il avait boudé, il serait encore vivant. Donc ces gens-là s'en souviennent. Donc je ne pense pas que ce format-là que veut Félix Tshisekedi va marcher. Félix veut un format avec ses amis, et Patrick Mouya est en train de le dire en subliminal, il dit on veut dialoguer avec des gens qui condamnent l'agression rwandaise. Or, cette thèse-là, elle est pour les gens de l'Union sacrée de la nation. Et ce n'est pas la thèse. Kabila n'a jamais dit ça, la FCM23 ne l'a jamais dit et ne le dira pas. Moïse Katumbi, d'ailleurs, lui-même ne l'a jamais dit. Donc, il y a beaucoup de partis politiques qui sont pondérés par rapport à cette question. Mais Félix, lui, ne veut discuter qu'avec les gens qui disent poison rwandais, qui disent Kagame Abima, qui disent ce genre de choses. Donc, ça va être très complexe. Et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il va dire de nouveau en Angola qui n'a jamais été dit à Doha parce qu'il n'a pas encore respecté tout ce qui se passe à Doha jusqu'à aujourd'hui. Et je le répète que les actes de confiance ont été faits d'un côté et non pas d'un autre côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Massissi? Je tiens à vous dire que le conducteur des drones, les gens qui sont, ce sont des mercenaires qui pilotent les drones jusqu'à aujourd'hui. Même si la MONUSCO forme les FARDC à utiliser des petits drones, qui sont des petits drones qui peuvent utiliser comme des drones kamikazes ou bien des drones de surveillance, les drones militaires, les CH4 et les Linglong chinois sont conduits, pilotés par des mercenaires étrangers. Et le problème, c'est que ce sont des retraités. Je ne veux pas dire que là, je fais quoi que ce soit, mais ce sont des retraités, d'abord, dans leur pays, et puis des deux, c'est des gens qui ne comprennent, qui ne connaissent pas. Ils ont des contacts au sein de l'armée qui les préviennent avant les frappes. Ce qui fait que, vu que ce sont des retraités, les deux qui ne connaissent pas les territoires, et de trois, l'FCM23 connaît, des fois c'est genre 15 minutes avant la frappe, on leur dit, et ils partent immédiatement. Ça s'est passé à Calais, on a informé la FCM23 des frappes imminentes dans les quelques secondes qui venaient. Ils ont fui, ils ont laissé même certaines munitions dans une Oui, ils étaient prévenus à l'avance. Et ce qui est pire aussi, c'est que même un jour avant ça, le ministre de la Défense avait déjà annoncé qu'on va faire une réplique farouche. Et pour une réplique farouche, je veux dire drone. Et quelques instants avant le bombardement, la FCM23 le savait déjà, ils ont dégagé de ces zones-là. Et malheureusement, il y avait une famille qui était en train de faire des enterrements. Et de loin, le conducteur du drone a pensé que c'était la FCM23. On a bombardé des citoyens congolais qui étaient en plein deuil. Demandez tout le monde à Calais, c'est la vérité, il n'y a aucun mensonge, aucune manipulation dans cela, ça a été couvert. Maintenant, ce qui s'est passé à Massissi récemment, c'était l'ONG, c'était le locaux, une maison qui était louée par une ONG, que je me refuse de citer, et qui a été prise pour cible. Il y avait des civils à côté et tout ça. Et le bilan à ce moment-là, c'était d'abord 8 morts qui étaient tombés, plus autour de 47 blessés, dont des blessés graves. Les bilans ont continué à s'alourdir après, jusqu'au nombre de personnes qui ont été enterrées. Ce n'est pas du tout une mise en scène. Et je trouve vraiment regrettable qu'on instrumentalise la douleur des gens. Ces gens sont morts, ils n'ont rien demandé. Ce sont des frappes qui ont été mal ciblées, qui ont fait ça. Souvenez-vous, les chauffeurs de bus. La FCM23 était prévenue. Pourquoi alors ils n'ont pas évacué la population de cette zone? Mais comment vous allez évacuer les gens? Comment vous allez venir appeler les gens? Comment vous allez savoir les cibles exactes qui vont être frappées? Et aussi, il faut savoir que même si la FCM23 a un arsenal antiaérien, je ne pense pas qu'ils l'ont forcément partout ou quoi que ce soit. Et donc, et là, c'était vraiment une cible civile qui a été ciblée, quoi. Enfin, voilà, quoi. Tu ne peux pas. Enfin, je ne sais pas comment on peut voir des militaires venir. Ah, écoutez, il va y avoir un coup de drone ici, partez. Vous voyez, c'est pas le rôle de. Voilà, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà. Et là, en fait, des gens sont morts. Comme je l'ai dit, ce sont des mercenaires roumains. Certains, c'était des Français, Mexicains, Colombiens et Égyptiens aussi.
qui sont payés des grosses fortunes. Il faut savoir qu'une unité de commande de drones peut coûter jusqu'à 15 millions, qui comprend l'unité de pilotage qu'on installe. Il y en avait à l'aéroport de Kavu, maintenant il y en a à Bujumbura et à Kisangani. Les équipes qui font ça, la maintenance et tout ça, c'est minimum 15 millions. Alors que le vrai prix du drone, c'est autour de 5 millions de drones que nous achetons, c'est 5 à 7 millions. Ces drones chinois, CH4 ou bien Linglong, ou bien les drones turcs, et même des drones égyptiens aussi qu'on a achetés. Il faut savoir que les drones, quand même, ont offert aux FARDC, au cours de cette guerre, certaines petites victoires. Par exemple, le chef des Turanero a été tué par une attaque de drone. Le gouverneur du Nord Kivu aujourd'hui est son meilleur ami, enfin c'était un gars de renseignement, il avait été tué. Là, tu veux dire que c'est Makanika qui a été tué par les drones? C'est ça qui a été dit. Les FARDC l'ont réclamé, l'ont revendiqué, les M23 l'ont confirmé. Donc oui, c'était ça qui a été comme cause de son décès. Et si vous voyez le gouverneur du Nord Kivu, il porte toujours quelque chose à la main droite. Il a échappé à une attaque des drones, il a survécu à une attaque des drones, mais le collègue avec qui il était malheureusement par rapport à ça, oui, c'est ça la première question sur laquelle j'allais chuter. C'est que ce qui se passe actuellement, je pense qu'il y a un petit vent de panique dans le gouvernement. Il y a peut-être des risques de remaniement. Et après, Kabila n'était pas ennemi de la RDC. Ouais, voilà. Et aussi, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on a fait la paix avec Mwindo Nzangi, parce que voilà quoi. Enfin, voilà. Mais je vais juste récapituler. Je vais plus charger. Je vais pas les charger, mais je vais essayer de vous montrer le contexte, comment c'est venu. Il y a 4 ans ou 3 ans, Nzangi s'est fait est devenu très populaire avec l'affaire des. Vous avez fait la paix? Non, oui, enfin, voilà, il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'ont appelé, qui m'ont dit d'arrêter, mes propres parents, ma copine, des gens trucs et tout ça, ils m'ont dit laisse tomber, ça ne sert à rien. Après, moi voilà, aussi, c'est. Moi aussi, quand même. Hein. Ouais, voilà, exactement. Donc, ils ont dit tiens, assez. Après, j'ai dit bon, ok, c'est pas grave, parce que ce qui allait venir. Qu'il y a cette effervescence de remplacement, voilà, des gens qui pourraient perdre leur place, mais aussi d'autres trucs répréhensibles. C'était une occasion parce que c'est lui-même qui est parti négocier à Bossolo la politique pour passer dans une émission et il a exigé qu'on ne parle pas de l'agriculture, alors qu'il est ministre de l'Agriculture, mais qu'on parle de la situation des guerres. Donc je ne comprends pas c'était quoi l'objectif derrière cette envie. Il n'y avait aucune. Il n'était envoyé par personne, il n'y avait aucune urgence qu'il vienne parler de la guerre, il n'en est pas expert, il n'en est pas ministre, il n'est pas ministre de la Communication, il n'est pas ministre de la Défense, il n'est pas ministre de l'Intérieur. En fait, il n'y avait aucun besoin qu'un ministre de l'Agriculture aille parler de cette guerre-là, à part un besoin de se repositionner pour une probable reconduction s'il y avait un remaniement probable. Et là, malheureusement, on est tombé victime de ça, Steve Wemby et moi. Et moi, au début, ça m'a, dès le début, ça m'a fait très peur parce que je connais le verrou que représentait Uvira. Et accuser un simple journaliste d'être responsable de cette débâcle, alors que les États-Unis d'Amérique sont intervenus pour s'assurer que AFC M23 quitte d'Uvira, c'est quand même me mettre comme ça, c'est me mettre au pilori, c'est m'exposer. C'est m'exposer à des sanctions, c'est m'exposer à une condamnation. Je l'ai dit à des amis tout à l'heure, on peut très bien négliger Kinshasa, mais quand s'ils émettent un mandat d'arrêt contre toi et qu'on te met une notice rouge à Interpol, tu vas quand même être inquiété. Ça va te faire un tout petit peu peur, même si tu peux. À l'aéroport Charles de Gaulle, surtout. Oui, voilà. Mais bon, tu peux arriver, tu peux justifier. Tu as peut-être des produits. Enfin, voilà, voilà, quoi. Moi, comme je l'ai dit, les ambassades m'ont appelé. Plusieurs ambassades m'ont appelé pour me dire écoute, on sait que tu fais du bon boulot, on connaît ta neutralité, on a vu cette attaque-là, tu as notre soutien. Donc, pour moi, ça m'a rassuré. Ça m'a vraiment rassuré. Mais ça reste quand même des accusations graves. Donc, à ce moment-là, il fallait répondre parce que
on connaît des choses, on connaît énormément de choses, et ce n'est pas possible qu'une masseuse finisse par devenir millionnaire. Enfin voilà. Donc bref, j'ai décidé, on a dit ok, on fait la paix, mais c'était quand même très inquiétant. C'était une insulte contre les FARDC, c'était une insulte contre tout ce qui était dit depuis longtemps. En tout cas, on a dit qu'il y avait 10 000 soldats rwandais qui seraient venus pour la prise d'Ouvira, patati patata. Tout ça, on a dit donc, on venait de dire que c'était faux et que c'était juste 2 tweets de Rodriguez Katsuba et Steve Wemby qui ont fait fuir les soldats burundais, les Wazalendo. Il y avait 7 groupes de Wazalendo différents dans Ouvira, les FARDC et les autorités civiles. Tous, ils ont fui juste parce qu'on a fait 2 tweets. C'est, voilà quoi. C'est... Nous ne voulons pas la paix ici, hein. Oui, juste pour rigoler. Non. Nous ne voulons pas la paix. La paix. Mais écoute, toi, tu es champion de fact-checking. Hein? Et quand je te vois, toi, poster une image de Moïse Zaga avec une dame, c'est que tu as déjà vérifié que ce n'est pas intelligence artificielle. Nous ne sommes plus à la paix. Nous consommons ce que vous nous avez dit là-bas et nous continuerons. Quant à vous, faites la paix. Mais nous pensons que le Congo a besoin de l'excellence. C'est ça qu'on met. Mais redevable de tous les actes qu'il pose, surtout en temps de guerre. Merci beaucoup. Oui. Merci, Serge, allez-y. Et si vous pouvez partager le space, parce que je n'arrive pas à rajouter un deuxième code.